Quelques propriétés sur l'intégrale et les mesures. Lambda mu 2 mesures sur EB mesurable. On écrit lambda inférieur ou égal à mu. Si lambda de B, mesure de B, est inférieur ou égal à la mesure de B pour mu de B, quel que soit B appartenant à B. Alors si f est mesurable positive, l'intégrale de f des lambda est inférieure ou égale à l'intégrale de f des mu. Alors la démonstration, c'est vrai si f est la fonction caractéristique de B où B appartient à B, car alors la somme de f des lambda égale lambda B, la somme de f des mu égale mu B, et on sait que lambda B est inférieur ou égal à mu B. Si f est étagé positif de représentation disjointe, f égale somme des 1 à n des alpha k, 1 bk où alpha k est donc positive et bk appartenant à B, l'intégrale est égale à ça, l'intégrale celle-là est égale à ça, et comme les lambda bk sont inférieurs ou égaux au mu bk, quel que soit k, eh bien on a le résultat. Et si f est mesurable positive, elle limite une suite fn de fonctions b étagées positives, somme de f des lambda égale limite des sommes de fn des lambda, somme de f des mu est égale à la limite des sommes de fn des mu, et comme chaque somme de fn des lambda est inférieure ou égale à la somme de fn des mu, quel que soit n, quand on passe à la limite, on a le résultat. B mesuré, h mesurable positive. Si B appartient à B et que mu de B est égal à 0, alors somme sur B de h des mu est égal à 0. Si h est strictement positif sur B appartenant à B et que somme sur B de h des mu est égal à 0, alors mu de B est égal à 0. Démonstration, pour la première, somme de h des mu est égale à somme de h multiplié par 1b des mu. Si j'appelle g égale h fois 1b, ben c'est supérieur ou égal à 0, puisque h est positif, puis 1b aussi. Et g de x égale 0 sur e moins b. D'accord ? G de x est égal à 0 sur e moins b, puisque sur e moins b, ça vaut 0. Donc g de x comme b, donc g de x est égal à 0 fois presque partout. Donc g de x est égal à 0 presque partout, parce que b est négligeable, parce que mu de b est égal à 0. Voilà. Donc g de x est bien égal à 0 presque partout. Et comme g de x est égal à 0 presque partout et que g est positive, eh bien, on a donc somme de g qui est égale à 0. Donc on a cette somme-là qui est égale à 0, ce qui veut dire que somme de h des mu est égale à 0, et c'est ce qu'on voulait démontrer. La deuxième, h est positif sur b appartenant à b, et somme de h des mu sur b est égale à 0, implique que mu de b égale 0. Somme de h de mu sur b, c'est ça. D'accord? Donc ça, et ça c'est positif, l'intégrale est nulle. Donc h fois 1 sur b, 1b de x est égal à 0 presque partout. Donc il existe n négligeable appartenant à b tel que mu de n égale 0. D'accord? Et h de x multiplié par 1b de x est égal à 0 sur e moins n. Bon, mais h de x est positif sur b. Donc si x appartient à e moins n, comme lui il est positif, ça veut dire que 1b de x est égal à 0. Donc x n'appartient pas à b. Donc x n'appartient pas à n, implique que x appartient à b, donc b est inclus dans n. Donc mu de b est inférieur ou égal à mu de n, d'accord? Et ce qui implique que mu de b est égal à 0, parce que mu de n était égal à 0. EB mu mesuré, h positif mesurable, somme de h des mu sur b supérieur ou égal à 0, quel que soit b appartenant à b, implique que h de x est supérieur ou égal à 0, presque partout. Il suffit de prendre b égale l'ensemble des x tel que h de x est inférieur à 0, comme h est mesurable, ça appartient à b, donc somme sur b de h des mu est supérieur ou égal à 0, mais h de x est inférieur à 0 sur b.
Donc ça veut dire que moins h de x est supérieur à 0 sur b. Donc somme de moins h des mu sur b est supérieure ou égale à 0. D'accord? Donc somme de h des mu sur b est inférieure ou égale à 0. Et comme on a ça, on en déduit que somme de h des mu sur b est égale à 0. Donc la somme de moins h des mu sur b est égale à 0. Et moins h est positif sur b. D'accord? Donc ça veut dire que mu de b est égal à 0. Et mu de b est égal à 0, ça veut dire que h de x est supérieur ou égal à 0 presque partout. Mu pp. Propriété, b mu est un espace mesuré, mu une mesure finie, h mesurable positive. On a l'équivalence mu de b égale intégrale de h sur b des mu b, quel que soit b appartenant à b, et h de x égale 1 presque partout. Démonstration suppose ça, on considère x égale l'ensemble des x tel que h de x supérieur à 1, qui appartient à b parce que h est mesurable, et on a ça. Et comme mu de x est inférieur à plus l'infini, parce que mu de e est inférieur à plus l'infini, cette intégrale est inférieure à plus l'infini. Donc h est intégrable. 1 lui aussi est intégrable puisqu'on a une mesure finie. Donc je fais la différence qui est nulle entre ces deux intégrales, et j'obtiens donc ensuite ça. Avec h-1 qui est positif sur x. Donc j'ai mu x de x qui est égal à 0. Donc mu de x qui est égal à 0. Voilà. Ça, il s'agit de la mesure induite, bien sûr. Donc h de x va être inférieur ou égal à 1 presque partout, puisque mu de x est égal à 0. Je fais la même chose avec y égale l'ensemble des x tel que h de x est entre 0 et 1, qui appartient à b. Et donc, c'est pareil, je vous laisse voir. Et donc je fais la différence des intégrales, et là ça c'est positif, d'accord? Et en même temps, je sais que c'est nul. C'est-à-dire que ça, tac, je sais que c'est nul. Donc ça veut dire que mu y de y est égal à 0, donc mu y est égal à 0. Et donc, quand je regarde y, ça veut bien dire que h de x est supérieur ou égal à 1 presque partout. Et donc, ça veut dire que h de x est égal à 1 presque partout, puisqu'il était inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 1 presque partout. D'accord? Donc, c'est bon. Alors maintenant, la réciproque, si h de x est égal à 1 mu presque partout, eh bien, on a aussi ça, qui était mu presque partout. Et donc, on a ça. D'accord? Et donc, on a ça, puisque ça, c'est exactement mu de b. Propriété, b mu mesuré, x appartient à b, y, c'est le complémentaire de x, il appartient donc à b, f et g mesurables, et h défini par partie, donc qui prend la valeur f de x sur x, g de x sur y. Alors, h est mesurable, si f et g sont positifs, h est positif, et puis somme de h égale somme de f sur x plus somme de g sur y. Si f et g sont intégrables, donc il y en a un sur cet espace, l'autre sur cet espace, alors h appartient à L1 de b mu, et somme de h égale somme de f sur x plus somme de g sur y. Démonstration, si je prends a appartenant à R, l'ensemble des x tel que h de x est inférieur à a, soit x appartient à x et f de x inférieur à a, soit il appartient à y et g de x est inférieur à a, parce qu'à ce moment-là, h de x égale f de x, ici il est égal à g de x. Comme tout ça, ça appartient à b parce que f et g sont mesurables, on en déduit que ça appartient à b et donc c'est mesurable puisque c'est quel que soit appartenant à r. Si h est positif, je fais somme de f sur x plus somme de g sur y, ça me fait somme de h1x plus somme de h1y, et je mets ensemble, je factorise, et ça me fait 1, donc ça fait somme de h des mu. Maintenant, si f et g sont intégrables, h va être intégrable parce que, en fait, somme de valeur absolue de h, valeur absolue de h, c'est valeur absolue de f sur x, valeur absolue de g sur y. Donc d'après ce que j'ai démontré avant, ça fait ça. Et les deux sont inférieurs à plus l'infini. Donc c'est inférieur à plus l'infini. H plus est égal à f plus sur x, g plus sur y. H moins égale f moins, c'est évident, sur x, g moins sur y. Et donc, somme de h des mu égale somme de h plus moins somme de h moins. Le h plus, d'après ce que j'ai démontré avant,
c'est exactement ça. Le somme de f moins, ben, c'est exactement ça. Ensuite, je mets ça et ça ensemble, ça me fait somme de f sur x d mu x. Je mets ça et ça ensemble, ça me fait somme de g sur y d mu y. Et donc, j'obtiens bien que somme de h d mu est égale à cette somme-là, d'où le résultat. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Nous allons parler densité d'une mesure et démontrer le théorème de Radon-Nikodym, qui est un théorème d'intégration assez difficile. Alors la densité, c'est quoi? On a un espace mesuré EB mu, f une fonction mesurable positive, et on définit mu f comme l'application qui a b appartenant à b, à ceci l'intégrale de f des mu sur b. C'est tout à fait possible puisque f est positif. Et donc ça nous fait somme sur E de f fois 1b des mu. Alors, mu f est une mesure sur E. On dira que mu f est une mesure de densité f. B, si b appartient à b et que mu de b est égal à 0, alors mu f de b est égal à 0. Si g est mesurable positive et que g de x est égal à f de x presque partout, alors mu g est égal à mu f. Donc voilà une mesure qui a en fait deux densités égales presque partout. Si f est mu, alors f est mu intégrable, si et seulement si, mu f est fini. Mu f est fini, ça veut dire que mu f de E est inférieur à plus l'infini. Et enfin, mu sigma fini et f de x inférieur à plus l'infini presque partout implique que mu f est sigma fini. Démontrons d'abord que mu f est une mesure. Mu f de vide, c'est somme sur E de f fois fonction caractéristique du vide des mu. La fonction caractéristique du vide des mu va être égale à 0 partout. Donc ça revient à intégrer 0, ça fait 0. Si xn est une suite disjointe de b, on considère x égale l'union des xn, donc de 1 à l'infini. Mu f de x est égal à l'intégrale de f fois 1b des mu. Alors x c'est l'union des yn, le yn est égal à l'union de an des xk. Donc ça c'est une suite croissante et 1b est égal à sup des 1yn. Donc f fois 1b est égal à sup sur n de f fois 1yn. Alors bien sûr les yn ils appartiennent à b. Alors ça c'est vrai parce que f est positif. Donc mu f de x va donc être, ça revient à intégrer le sup des f fois 1yn, donc c'est égal à sup sur n des intégrales de f fois 1yn, parce que f fois 1yn, c'est une suite croissante. Une suite croissante. Positive croissante. 1yn, c'est égal à la somme des 1xk, de 1n. Donc, mu f de x va être égal à sup sur n de somme de 1 à n, k égale 1 à n, des f fois 1xk. C'est-à-dire, somme, je sors le somme, ça fait sup de somme de 1 à n, c'est somme de 1 à infini. Voilà, c'est ça. Je ne sors rien du tout, je dis somme de 1 à infini de l'intégrale de f fois 1xk, c'est-à-dire somme de mu f de xk. Donc j'ai démontré que mu f de l'union des xn est égal à la somme de 0 à plus l'infini des mu f de xn, donc c'est bien une mesure. Alors le petit 2, c'est, je suppose, mu b égale 0. Donc f fois 1b de x est égal à 0 si x n'appartient pas à b. Et donc ça veut dire que f fois 1b de x est égal à 0 presque partout, et donc que l'intégrale est nulle. Parce que f fois 1b est positive. Donc mu f de b est égal à 0 et c'est bon. Petit 3, g mesurable positive, f de x égale g de x presque partout.
D'accord? Donc la différence est égale à 0 pour x n'appartenant pas à n, où n appartient à b, mu de n est égal à 0. Soit b appartenant à b, 1b de x est égal à 0 si x n'appartient pas à b. F de x moins g de x multiplié par 1b de x va être égal à 0 si x n'appartient pas à n union b. Alors, n union b, ben, il appartient à b, parce que les deux appartiennent à b. Comme mu de n est égal à 0 et mu de b aussi, mu de n union b est égal à 0. Donc, f fois 1b de x est égal à g fois 1b de x presque partout. Et donc, les intégrales sont égales, et donc mu f de b est égal à mu g de b. Petit 4, f intégrable équivaut à mu f fini. Bon, f intégrable, ça équivaut à ça. Ça équivaut donc à dire ça. Ce qui équivaut à dire ça. Et donc c'est bon. Petit 5, si mu est sigma fini que f de x est inférieur à plus l'infini presque partout, alors mu f est sigma fini. Donc mu est sigma fini, donc il existe une suite Bn de B, telle que mu de Bn est toujours inférieur à plus l'infini quel que soit n, et E est égal à l'union de Bn. Soit AN, alors soit A1, l'ensemble des x, tel que f de x égale plus l'infini, parce que f est positive. Et pour n supérieur ou égal à 2, AN est égal à l'ensemble des x pour lesquels f de x est inférieur ou égal à n, c'est-à-dire est entre 0 et n. Donc, il est évident que l'union des AN est égale à E. Si P et Q sont des entiers naturels non nuls, on pose xpq égale AP inter BQ. Donc, il appartient à B. Et l'union des xpq, c'est l'union pour P de l'union pour Q des AP inter BQ. Donc, c'est l'union pour P des AP inter l'union des BQ. Comme ça, ça fait E, ça fait l'union des AP qui fait E aussi. D'accord? Donc, les xpq recouvrent. Et ils sont en nombre dénombrable. D'accord? Alors maintenant, mu f de xpq, c'est ça. Et donc, et 1 xpq, c'est évident, puisque xpq, c'est l'intersection de AP et de BQ, ça fait 1 AP multiplié par 1 BQ. Donc si P est égal à 1 AP de x est égal à 0 presque partout, puisque, bah oui, mu de 1 est égal à 0, hein, mu de 1 égale à 0, parce que f de x est inférieur à plus l'infini presque partout. Donc, si P égale 1, on a 1 A1, parce que là c'est A1 en fait, hein, voilà, qui est égal à 0 presque partout. Donc F fois A1 fois 1 BQ de x va être égal à 0 presque partout, puisque c'est égal à 0 en dehors d'un petit b appartenant à grand P dont le mu de b est égal à 0. Donc, ça veut dire que mu f de x de 1q est égal à 0. Alors maintenant, si p est supérieur à 1, mu f de xp va être égal à l'intégrale sur xp de f des mu. Mais si x appartient à xp, alors x appartient à p, et donc f de x est inférieur ou égal à p, est entre 0 et p. Donc mu f de xp va être inférieur ou égal à la somme sur xpq, de p des mu. Et ça, c'est égal à p mu de xpq. Alors xpq, il est dans bq. Donc c'est inférieur ou égal à p mu de bq. Et mu de BQ est inférieur à plus l'infini. Donc c'est inférieur à plus l'infini. Donc en fait, je vois que E, j'avais démontré, c'était l'union des xpq, c'est une union dénombrable. Et je viens de voir que mu f de xpq est toujours inférieur à plus l'infini, quel que soit pq. Donc mu f est bien une mesure sigma finie. On marque dans l'espace mesuré E des mu, avec f une fonction mesurable f strictement positif,
et toujours mu f, bien si mu est complète, alors mu f est complète. En effet, si je prends x appartenant à P de E, qui est négligeable pour mu f, il existe donc y appartenant à B tel que x est inclus dans y et mu f de y égale 0, alors on vient de voir que mu de y sera égal à 0 parce que f est positif. Donc mu, comme mu est complète, que y appartient à B, que x est inclus dans y et que mu de y est égal à 0, on en déduit que x appartient à B et donc que mu f est complète. Et ça va nous servir à la fin de la démonstration du théorème de changement de variable avec cet espace-là et cette fonction-là qui est continue, donc mesurable, et qui est strictement positive parce que phi est un C1 difféomorphisme. Et donc en fait cette mesure-là, dont on parlera tout à l'heure, elle sera complète parce que lambda, qui est la mesure de Lebesgue sur BU lambda, est complète. Elle est complète parce que la mesure de Lebesgue est complète sur Rn. EBmu est un espace mesuré, f une fonction mesurable positive, mu f sera désormais noté f.mu. Si g est mesurable positive, alors somme de g des mu f, df mu, est égale à l'intégrale de g fois f dmu. Démonstration. Alors on va d'abord prendre le cas où g est une fonction caractéristique, donc 1x, puis ensuite g est une fonction étagée positive, puis ensuite g est une fonction mesurable, donc limite de fonction étagée. Dans le premier cas, x appartient à b, 1x est évidemment mesurable, et somme des 1x df mu est égale à somme sur E de 1x des mu f est égale à mu f de x, est égale à somme sur x de f des mu est égale à somme sur E de f fois 1x des mu. Donc on a le résultat. Si g est étagée positive, et qu'on a une représentation disjointe de g sous cette forme-là, où les alpha k sont positifs et les xk appartiennent à b, l'intégrale de g des mu f est égale à somme de 1 à n des alpha k mu f de xk, est égale à somme de 1 à n des alpha k. Alors ça, on vient de voir que c'est ça. D'accord? Et donc, je rentre la somme à l'intérieur de l'intégrale, donc ça fait ça, je mets en facteur f, et puis ça, je reconnais g, donc je trouve le résultat. Si g est mesurable positive à la limite d'une suite gn, une suite croissante de fonctions étagées positives, et somme de g df mu est égale à somme des sub de gn df mu, est égale à sub sur n de somme des gn df mu, est égale à sub sur n de somme des gn fois f des mu. On applique le résultat précédent. Donc, ça va être égal, je rentre le... Alors, comme les gnf, comme f est positive, gnf est une suite croissante de fonctions positives. Donc, le sub des gnf est égal à g fois f. Mais surtout, je vais pouvoir rentrer le sup à nouveau dans l'intégrale. Je l'ai sorti, je le rentre maintenant. Donc, ça fait ça. Et là, je trouve somme de gf des mu. D'où le résultat. Si E des mu était mesuré, que f est mesurable positif, que g est mesurable, alors g appartient à L1 de EB f mu, si et seulement si gf appartient à L1 de EB mu, et on a alors intégrale de g df mu, qui est égale à intégrale de g fois f des mu. Démonstration, g appartient à L1 de EB f.mu, ça équivaut à dire que somme de g df mu est inférieur à plus l'infini. Et on sait que ça, d'après le résultat précédent, c'est égal à ça. Donc valeur absolue de g fois f. Et ça, c'est pareil que valeur absolue de g fois f, parce que f est positif. Donc ça équivaut à dire ça. Et donc ça équivaut à dire que g fois f appartient à L1 de EB mu. Et dans ce cas-là, somme de g df mu, on sait que c'est somme de g plus df mu, moins somme de g moins df mu. Alors ça, c'est égal à ça. Somme de g plus fois f des mu. L'autre, c'est somme de g moins fois f des mu. Je mets tout sous le signe intégral. Et je vois g plus moins g moins qui apparaît, qui nous fait g. Et donc, je trouve le résultat.
mesure absolument continue par rapport à une autre mesure. On a un espace mesuré, on dit que nu est une mesure absolument continue par rapport à mu, notation comme ça. Si l'ensemble des négligeables pour mu est inclus dans l'ensemble des négligeables pour nu, c'est-à-dire que si B appartient à B et que mu de B est égal à 0, alors mu de B est égal à 0. Si F est mesurable positive et que mu est la mesure de densité F, donc mu égale F.mu, on a vu que B appartient à B, mu de B égale 0 implique nu de B égale 0, donc on en déduit que nu égale F.mu est absolument continu par rapport à mu. On dit que la mesure mu sur B est concentrée sur A appartenant à B, donc une partie mesurable, si E moins A, qui est aussi mesurable, est mu négligeable, mu de E moins A égale 0. On a alors mu de E égale mu de A, et pour tout x appartenant à B, mu de x égale mu de A inter x. En effet, E est égal à A union E moins A disjointe, donc mu de E égale mu de A plus mu de E moins A, qui vaut 0, et donc ça fait mu de A. X égale x inter A union x moins A disjointe, donc on a cette égalité. Comme x moins A est inclus dans E moins A, et que mu de E moins A est égal à 0, on en déduit que mu de x moins A égale 0, donc mu de x égale mu de x inter A. Deux mesures mu1, mu2 sur EB sont étrangères entre elles, et on note comme ça, s'il existe A appartenant à B, tel que mu1 est concentré sur A, mu2 concentré sur E moins A, donc mu1 de E moins A égale 0, et mu2 de A égale 0. Théorème de décomposition de Lebesgue, si lambda mu sont deux mesures sigma finies sur EB, alors il existe un unique couple de mesures lambda prime, lambda seconde sur EB, vérifiant lambda égale lambda prime plus lambda seconde, lambda prime absolument continue par rapport à mu, et lambda seconde et mu étrangère, démonstration de l'unicité pour le moment. On suppose qu'il y a deux décompositions, comme lambda seconde et mu sont étrangers à x x appartenant à B, tel que lambda seconde de moins x égale 0 et mu de x est égal à 0, et comme mu prime et mu sont étrangers à l'existe y appartenant à B, vérifiant mu seconde de e moins y égale 0 et mu de y est égal à 0, on considère z égale x union y. E moins z est inclus dans E moins x, parce que x est inclus dans z, donc lambda seconde de E moins z va être égal à 0, parce que lambda seconde de E moins x est égal à 0. De même, mu seconde de E moins z est égal à 0. Donc, lambda seconde, mu seconde sont concentrés sur z, donc quel que soit b appartenant à b, lambda seconde de b est égal à lambda seconde de b inter z. Mu z est égal à mu de x union y est égal à 0 parce que mu de x égale mu de y est égal à 0. Lambda prime est absolument continu par rapport à mu, donc puisque mu de z est égal à 0, j'en déduis que lambda prime de z est égal à 0. B inter z est inclus dans z, comme lambda prime de z est égal à 0, j'en déduis que lambda prime de b inter z est égal à 0. Alors maintenant j'applique que lambda de b inter z égale lambda prime de b inter z plus lambda seconde de b inter z, et celui-là est nul, donc j'obtiens que lambda de b inter z égale lambda seconde de b inter z, d'accord? Voilà. Alors, et ça c'est égal à lambda seconde de b, on est d'accord, hein, parce que lambda seconde de b est égal à lambda seconde de b inter z est égal à lambda de b inter z. De même, nu seconde de b est égal à nu seconde de b inter z égale lambda b inter z aussi, donc je vais en déduire que lambda seconde de b égale nu seconde de b. Voilà, et maintenant je remarque que b est égal à b moins z plus b inter z, union b inter z, pardon, union b inter z, donc lambda prime de b et c'est disjoint, est égal à lambda prime de b moins z plus lambda prime de b inter z, donc ça fait lambda prime de b moins z, parce que lambda prime de b inter z, j'avais vu qu'il était nul, et je déduis, maintenant j'applique ça avec b moins z, lambda b moins z égale lambda prime b moins z plus lambda seconde b moins z. Alors lambda seconde b moins z, ben, il est inclus dans lambda seconde de e moins z, parce que b est inclus dans e, et lambda seconde de e moins z, il est égal à 0, donc l'autre va être égal à 0 aussi, lambda seconde de b moins z. Et du coup, lambda de b moins z égale lambda prime de b moins z. Et c'est égal à lambda prime de b, hein, parce que ça on l'avait déjà vu.
De même, nu' de b est égal à nu' de b moins z égale lambda de b moins z aussi. Donc là aussi, j'en déduis que lambda' de b est égal à nu' de b. Donc j'ai, quel que soit b appartenant à b, j'ai cette égalité-là et celle-là. Donc lambda' égale nu' et lambda seconde est égal à nu seconde. Donc j'ai bien unicité du couple. Il ne reste plus qu'à démontrer l'existence. Théorème de décomposition de Lebesgue, on a démontré l'unicité. Maintenant, on va prouver l'existence. D'abord, dans le cas où les mesures sont finies. Dans l'énoncé, c'est sigma fini. On verra le cas sigma fini après. Donc, on a ça. On pose bêta égale lambda plus mu, qui est donc finie, une mesure finie, supérieure ou égale à lambda mu. Donc, la fonction constante va appartenir à L1 de EB bêta, puisque bêta est fini. Si f appartient à L2, j'applique Euler, et j'obtiens ça, et comme celle-là est inférieure à plus l'infini, je vois que ça, c'est inférieur à plus l'infini. Et comme lambda est inférieur ou égal à bêta, cette somme-là est inférieure ou égale à celle-là, qui est égale à ça, et on vient de voir que ça c'est inférieur à plus l'infini. Donc f appartient à L1 aussi, de L1 de EB lambda. Attention, alors qu'avant j'étais avec bêta. J'ai ça, bien sûr, qui est inférieur ou égal à ça, puisque je viens de le démontrer, quel que soit f appartenant à L2. Donc, je considère l'application U de L2 de EB bêta dans R, qui a f à ceci, somme de f d lambda. Elle est continue grâce à ça. Elle est continue sur l'espace hilbertien L2 de EB bêta, qui est muni du produit scalaire, produit GH égale somme de GH des bêta. Comme en plus elle est linéaire, parce que c'est une intégrale, eh bien à ce moment-là, elle est linéaire et continue sur un espace hilbertien. On sait qu'il existe G appartenant à L2 de EB bêta, donc à l'espace hilbertien, tel que duc de f s'écrit sous forme du produit scalaire FG, quel que soit f appartenant à L2 de EB bêta. Donc je vais avoir somme de FG des bêta égale somme de f des lambda, quel que soit f appartenant à L2 de EB bêta. De même, il existe K appartenant à L2 de EB bêta, tel que somme de fk des bêta, au lieu d'être fk des bêta, est égal à somme de f des mu, quel que soit f appartenant à L2 de EB bêta. G appartient à L2 de EB bêta, G rho d'air égale N1 de A fois G est inférieur ou égal à ça, est inférieur. Je vous laisse vérifier, c'est facile. Donc G appartient à L1 de EB bêta, de même K appartient à L1 de EB bêta. Si B appartient à B, 1B appartient à L2 de EB bêta, ça c'est parce que elle est évidemment mesurable, vu que B appartient à B, intégrable parce que bêta parce que la mesure est finie. La mesure bêta est finie. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis ici. Et lambda de B va être égal à somme de 1B des lambda. Alors, somme de 1B des lambda, ben, j'utilise ça. Et donc, ça me fait somme de 1B multiplié par G, d'accord, des bêta. Et donc, ça fait somme de G des bêta sur B, quel que soit B appartenant à B. Lambda de B est égal à ça. D'accord, lambda c'est une mesure, ça c'est positif. Donc je sais que G de X va être positif presque partout. C'est-à-dire va être positif sur E moins N, N appartenant à B, bêta de N égale 0. Et de même, mu de B est égal à ça, quel que soit B appartenant à B. Donc A de X est positif, mu, bêta presque partout. C'est-à-dire qu'il existe M tel que sur E moins M, K de X est supérieur ou égal à 0. M appartenant à B, bêta de M étant égal à 0. Bêta de B est égal à lambda de B plus mu de B, est égal donc à ça plus ça, est égal à ça.
Et ça, c'est encore une mesure. Hein. J'ai bêta de b qui est égal à l'intégrale d'une fonction d bêta sur b. Et bien ça, je sais que ça implique que cette fonction est égale à 1 presque partout. D'accord? Donc elle est égale à 1 sur e moins l, l appartenant à b, bêta de l égale 0. Je prends x égale la réunion de ces trois ensembles-là qui appartient à b et dont la mesure est nulle puisque bêta de m, bêta de n, bêta de l est égal à 0. Si x n'appartient pas à x, g de x est supérieur ou égal à 0, k de x aussi, et g de x plus k de x égale 1. Et si x appartient à x, je vais poser g de x égale 1, k de x égale 0. Donc, comme ça, j'ai transformé g et k, d'accord, mais elles vont changer que sur une partie qui est négligeable. Donc, elles vont être égales aux anciens g et k, hein, et presque partout, quoi. Donc, on obtient des fonctions qui sont toujours dans L2 de b bêta, mais qui ont l'avantage de vérifier ça. Soit A maintenant égale K-1 de cet intervalle, qui appartient à B, puisque celui-là appartient à BR. E moins A, qui est égal à K-1 de 0, appartient à B. Mu de E moins A, c'est la somme de 1, la fonction caractéristique en K-1 de 0 des mu. Donc, c'est la somme de K fois 1 K-1 de 0 des bêta. Ça, c'est toujours nul, parce que si K de x est différent de 0, eh bien 1 en K-1 de 0 appliqué à x, ça fera nul. Et si k de x est égal à 0, ça vaudra 1, mais ça vaudra 0. Donc j'intègre 0, donc ça fait 0. D'accord? Mu de moins a est égal à 0. Donc mu est concentré en a. Si b appartient à b, on pose lambda prime de b égale lambda a inter b, lambda seconde de b égale lambda de b moins a. Donc lambda de b égale lambda prime de b plus lambda seconde de b, quel que soit b appartenant à b. Donc lambda égale lambda prime plus lambda seconde. D'accord? On a déjà vu que mu de E moins A est égal à 0. Lambda seconde de A, c'est lambda de A moins A égale lambda de vide égale 0. Donc j'obtiens que lambda seconde est concentrée en E moins A. Donc lambda seconde est étrangère à mu, car mu est concentré en A, et lambda seconde en E moins A. Maintenant j'introduis la fonction h de E vers R, qui a x appartenant à ceci, g de x, sur k de x, parce que k de x est supérieur à 0 sur a, à cause de la définition de a. Et puis, pour x n'appartenant pas à a, j'associe 0. Donc, j'obtiens une fonction mesurable, parce que a appartient à b, et soit b appartenant à grand B, h fois 1b est égal à h fois 1 a inter b. En effet, h fois 1 inter b, ça vaut h sur a inter b, ça vaut 0 ailleurs. D'accord? Bon, ben là aussi, ça vaut h sur a inter b, puisque a inter b est inclus dans b. Hein. Alors, ailleurs, en dehors de a inter b, ça va être, si x appartient à a moins b, ben, ça aussi, ça vaudra, ça veut dire qu'il n'appartient pas à b, donc ça fera 0. Hein. Et puis, s'il appartient à b moins a, ben, c'est h qui vaut 0. D'accord? Donc, j'obtiens bien la même chose des deux côtés, c'est-à-dire soit h, soit 0. Donc, j'ai bien cette égalité-là. Donc, somme de h des mu sur b est égale à la somme de h fois 1b des mu est égale à la somme de h fois 1a inter b des mu, j'utilise ce que je viens de dire, est égale à la somme de g sur k 1a inter b k d bêta. Là, j'utilise la transformation que j'avais vue ici, mais c'est plutôt celle-là. Voilà. Et les k se suppriment et j'obtiens somme de G1 A inter B des bêta, c'est-à-dire somme de 1 A inter B des lambda. Et là, j'utilise l'autre que j'avais démontré. Voilà. Et donc, ça fait lambda de A inter B. Et lambda de A inter B, c'est lambda prime de B. Quel que soit B appartenant à B, j'ai donc ça, somme de H des mu sur B, qui est égal à lambda prime de B. Donc, ça veut dire que lambda prime, c'est h.mu. Et donc, ça veut dire que lambda prime est absolument continu par rapport à mu. Et donc, j'obtiens enfin mon dernier résultat. J'avais ça, ça, et maintenant j'ai ça. Voilà. La démonstration vient d'être faite dans le cas où les mesures sont finies. Il me reste à le faire dans le cas où les mesures sont sigma finies. Suite de la démonstration, on va aborder
l'existence maintenant. Mais avant d'aborder l'existence, je ferai une remarque. Dans la démonstration précédente, lambda prime était défini pour tout élément B de grand B par lambda prime égale lambda de A inter B et lambda seconde par lambda de seconde de B égale lambda de B moins A. Bon, c'est bien des mesures, je ne l'ai pas démontré tellement c'était évident, mais elles sont évidemment positives parce que lambda est positive. Lambda prime de vide, bah, c'est lambda de vide, donc ça fait 0, et lambda seconde de vide, ça fait aussi lambda de vide, donc ça fait 0. Et si on prend AN une suite disjointe de B, A inter Bn et Bn moins AN, ce sont des suites disjointes de B aussi, hein, parce que A appartient à B. Et lambda prime de l'union des Bn, c'est lambda de l'union des A inter Bn, donc la somme des lambda de A inter Bn, puisque c'est disjoint, et donc la somme des lambda prime de AN. Et de même, lambda seconde de l'union des Bn, c'est lambda de l'union des Bn moins A, c'est-à-dire lambda de l'union des Bn moins A, donc la somme des lambda de Bn moins A, et donc la somme des lambda secondes de AN. Alors maintenant, on va démontrer le résultat. Alors d'abord, dans le cas où lambda et mu, alors on l'a démontré dans le cas où lambda et mu étaient finis, et maintenant dans le cas général où lambda et mu sont sigma finis. Il existe une partition de E, xn appartenant à B, lambda xn inférieur à plus l'infini, une autre partition de y pour mu, et si je considère les xp inter yq pour pq appartenant à n, c'est aussi une partition de E, en effet, l'union des xp inter yq, je vous laisse regarder, hein, c'est l'union des xp inter l'union des yq, donc ça nous fait bien l'union des xp, ça fait E. Et si PQ est différent de P'Q', soit P est différent de P', soit Q est différent de PQ', si P est différent de P', eh bien, on va avoir XP inter XP' égale vide, et comme XP inter YQ est inclus dans XP, et que XP' inter YQ' est inclus dans XP', comme l'intersection de ces deux-là est vide, l'intersection des deux autres va être vide aussi. Voilà, idem si Q est différent de Q'. Enfin, c'est bien une suite qui est dénombrable, puisqu'elle est indexée par n croix n, hein, qui est dénombrable. Et elle vérifie par ailleurs lambda comme XP inter YQ est inclus dans XP, lambda de XP inter YQ est inférieur ou égal à lambda xp, donc à plus l'infini. De même, mu de xp inter yq est inférieur à plus l'infini. Donc en fait, on peut modifier les xn, yn qu'on avait au départ et les remplacer par une suite xn qui forme une partition de E et qui vérifie, quel que soit n, lambda xn inférieur à plus l'infini et mu de xn inférieur à plus l'infini. Ce qui revient à supposer, si vous voulez, que les yn, c'était les xn. Voilà. Pour n appartenant à n, on considère bn égale b de xn, hein, et mu n égale mu de bn. Je rappelle que ce sont des mesures, d'accord. Donc ça, c'est l'attribut induite, hein, d'accord, et la mesure induite sur cette tribu. Alors, xn, donc on a xn bn qui est mesuré, et on a lambda n mu n. Alors mu n, c'est vrai que je l'ai... oui, j'ai mis. Alors, je n'ai pas mis pour lambda n. Lambda n, c'est lambda sur bn. Lambda n, c'est lambda sur bn. Et donc là, on a des mesures qui vont être finies. Pourquoi ? Parce que les mesures des bn sont inférieures à plus l'infini. Donc lambda n de bn, ben, c'est lambda de bn, c'est inférieur à plus l'infini, et pareil pour mu n. Donc il va exister, d'après ce qu'on a fait précédemment, un ensemble AN appartenant à Bn, donc appartenant à B parce que les xn sont dans B, et une fonction Hn de xn sur 0 plus l'infini, vérifiant mu de xn moins n égale 0, quel que soit n,
Et puis aussi lambda n égale hn d mu n. C'était dans la démonstration précédente. Quel que soit b appartenant à b, lambda de b inter à n est égal à lambda n de b inter à n. Et donc ça va être l'intégrale de hn d mu n. Soit a égale l'union des an. Alors donc ça appartient à b. X moins a, ben, ça va être l'union des xn moins l'union des an, ce qui revient à faire l'union des xn moins n. Hein. C'est une réunion qui est disjointe d'ailleurs, parce que tout ça parce que an est inclus dans xn. Mu de x moins a est égal à la somme de 0 à plus l'infini de mu de xn moins an, puisque c'est une somme disjointe, égale à la somme des mu n de xn moins n, qui est égal à 0, parce que tous les mu n de xn moins n, qui sont des mu de xn moins n, en fait, valent 0. D'accord? Voilà, c'est mu n ici. Donc, alors, je suis rendu où là? Est égal à 0, voilà. Soit l'unique fonction h, définie sur E, qui vaut hn de x vaut, enfin h de x vaut hn de x sur xn. Voilà. Comme xn forme une partition de E, c'est parfaitement défini. Et grand hn, c'est l'application qui a la fonction qui a x appartenant à E, associe hn de x sur xn et 0 ailleurs. Donc c'est une fonction mesurable, positive. La somme des, donc cette somme-là aussi, et puis la limite de cette somme, c'est h la limite de cette somme. Hein. Donc elle va être aussi mesurable, quel que soit b appartenant à b. b inter a est égal à l'union sur n des b inter a n. Et c'est une réunion disjointe. Lambda de b inter a va donc être égal à la somme de 0 à plus l'infini des lambda de b inter a n, c'est-à-dire la somme de 0 à l'infini des lambda n de b inter a n. Donc la somme de 0 à plus l'infini de l'intégrale des hn sur b inter a n, c'est-à-dire la somme de 0 à plus l'infini des hn fois 1b, parce que hn fois 1b, ou c'est pareil que hn fois 1 b inter a n, c'est pareil, on avait déjà vu ça dans une démonstration avant. Hein. C'est la somme de 0 à plus l'infini, donc des hn d mu sur b, et donc ça c'est, puisque hn tend vers h, hein, hn mesurable positif, et hn tend vers h, pardon, c'est pour f, et donc ça c'est égal à somme de h d mu sur b. Donc on pose lambda prime de b, quel que soit b appartenant à b, donc lambda prime est défini par lambda prime de b égale ça, lambda seconde de b égale ça, donc ce sont des mesures, mais ça on l'a déjà fait. On a bien lambda de b qui est égal, bon bah c'est pareil que tout à l'heure, hein, lambda de b inter a plus lambda de b moins a, parce que b inter a et b moins a sont disjoints et leur réunion fait a, et donc ça fait lambda prime de b plus lambda seconde de b, si bien qu'on a, quel que soit b, donc c'est bien qu'on a ça. Lambda prime de b c'est égal à ça, donc lambda prime est égal à h mu. Donc lambda prime, elle est absolument continue par rapport à la mesure mu. Et d'autre part, lambda seconde de a, c'est lambda lambda seconde de a, c'est lambda de a moins a, c'est-à-dire du vide, ça fait 0. X moins a est inclus dans E moins a, donc mu de x moins a est inférieur ou égal à mu de E moins a qui vaut 0. Alors mu de E moins a, ça valait 0, c'était ici. D'accord? Donc mu de x moins a vaut 0. Et donc on a lambda seconde qui est étrangère à mu. Et donc quand on a ça, on a ça, on a ça, et bien ça y est, on a tout démontré. Alors, ce que nous avons fait précédemment, ça sert à démontrer le théorème dit de Radon-Nikodym. Radon, mathématicien autrichien du début du XXe siècle, et Nikodym, mathématicien polonais, fin 19e, début du XXe siècle. Tous les deux, ils ont travaillé sur la topologie, la théorie de la mesure. Que dit le théorème?
que si mu et nu sont deux mesures sigma finies sur EB, et que nu est absolument continu par rapport à mu, alors il existe une fonction h mesurable positive telle que la mesure mu est égale à la mesure h, enfin nu égale h. De plus, si k est mesurable positive et que nu est égal à k mu, enfin, dire que nu est égal à k mu, ça équivaut à dire que k de x égale h de x, presque partout. Démonstration, on suppose que nu est égal à h nu est égal à k nu, donc quel que soit b appartenant à b, on a nu de b qui est égal à l'intégrale de 1b d mu est égal à l'intégrale de h fois 1b d mu est égal à l'intégrale de k fois 1b d mu. Comme nu est sigma fini, on peut trouver une suite, alors on peut la choisir croissante, hein, d'ensemble appartenant à b tel que E égale l'union de xn et nu de xn est inférieur à plus l'infini quel que soit n. H moins h' est mesurable et on considère b, l'ensemble des x tel que h de x moins k de x soit strictement positif. Donc comme h moins k est mesurable, ça appartient à b, c'est mesurable. L'intégrale sur xn inter b de h d mu est égale à l'intégrale de h fois 1 sur xn inter b, parce que c'est mesurable, d mu. C'est égal à 1 xn inter b d mu, hein, puisque j'ai ça. Et donc c'est égal à nu de xn inter b. De même, somme de k d mu sur xn inter b est égal à mu de xn inter b. Alors ce mu nu de xn inter b est inférieur à plus l'infini. Donc, oui, parce qu'il est petit que nu de xn qui lui-même est inférieur à plus l'infini. D'accord ? Voilà. Donc, ces fonctions-là, elles sont intégrales. Et je peux m'intéresser à la somme sur xn moins b de h moins k d mu, qui est égale à 0, hein, puisque les deux intégrales sont égales. Et on sait que h moins k est positif sur xn. Non, sur b. Donc sur xn inter b. D'accord ? Et donc c'est une fonction strictement positive et l'intégrale est égale à 0. Donc ça veut dire que xn inter b est négligeable. Donc mu de xn inter b est égal à 0. Mais b, c'est b inter e, c'est b inter l'union des xn, c'est l'union des b inter xn. Et comme ils sont tous nuls, alors là en fait c'est une suite croissante, ça j'aurais pu dire directement que mu de b, que tous les mu de b inter xn étant égaux à 0, quand je prends le sup c'est égal à 0, mais je peux aussi dire que mu de b est inférieur ou égal à la somme des mu de xn inter b qui sont tous nuls, et donc ça veut dire que mu de b est égal à 0, ça revient au même. Mais mu de b égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que h de x moins k de x est inférieur ou égal à 0 presque partout. Donc h de k de x, de même, k de x moins h de x est inférieur ou égal à 0 presque partout, et donc k de x est égal à h de x presque partout. Mu pp. Voilà. Alors, réciproquement, on a déjà vu que si on avait ça, alors on a déjà vu qu'on avait ça. Alors ça, voilà pour la pseudo-unicité, parce que c'est mu pp. Hein. À résistance, on considère le couple V0, nu 0, on peut écrire que nu est égal à nu plus 0. Nu est absolument continu par rapport à mu. Et 0 et mu sont étrangers parce que 0 c'est une mesure finie qui vérifie 0 de E égale 0. D'accord ? Et alors en fait cette mesure c'est pas ça, hein, c'est B appartenant à B. Hein. Je suis trompé. Et mu de E moins E, U de E moins E, oui c'est ça. Parce que l'ensemble que j'utilise ici, c'est quoi? C'est E. Donc mu de E moins E, c'est mu de vide, ça fait 0. Donc de ça, là,
je tire bien que 0 et mu sont étrangers. Donc, V0, c'est le couple unique de la décomposition de Lebesgue. Et on sait, parce ça a été mis en évidence dans la démonstration de cette décomposition, qu'il existe H positif mesurable tel que nu est égal à H point nu. Et ça, c'est exactement ce que je veux avoir. Donc, j'obtiens bien le résultat du théorème de Radon-Nikodym.